Moi, c'est Coco. Et moi, c'est Caro. On sait qu'il faut repenser nos modes de vie si on veut que la planète reste vivable dans le futur. On est convaincus que c'est possible dès aujourd'hui et même en pleine ville. Selon l'ONU, d'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en milieu urbain. C'est là qu'il faut trouver des solutions face à l'urgence climatique. Alors on s'est installé dans la région parisienne pour réaliser une expérience grandeur nature. On a prototypé l'appartement du futur en se basant sur des solutions qu'on a trouvées partout dans le monde depuis 10 ans. On a rassemblé des techniques low-tech, simples, efficaces et accessibles à tous. On a créé des synergies avec la nature et des réseaux d'entraide. On a imaginé une véritable biosphère urbaine dont on est devenu les premiers habitants. Ou plutôt les premiers cobayes. Notre défi, concevoir un mode de vie qui réduit notre impact environnemental, convivial et désirable. Et si le futur commençait ici et maintenant? Bienvenue dans le futur. Alors hier soir, il se trouve que on n'a pas eu le temps de cuisiner des bons trucs et d'anticiper, surtout avec nos nouveaux systèmes de cuisson qui prennent un peu plus de temps et plus d'anticipation que prévu. Et donc ça m'a pas permis d'avoir eu le temps en fait de cuisiner avec Coco. Et donc hier soir, j'ai dû aller chez le traiteur chinois. C'est juste que là, j'ai un peu triché, on va dire. Mais bon, c'était ça ou la mort. Dans notre appartement, si on utilise trop d'électricité la journée, le soir, il n'y en a plus assez pour cuire nos plats. Oui, parce qu'il est uniquement alimenté par des panneaux solaires. Du coup, la question de la gestion de l'énergie est vitale. Nous voulions voir s'il était possible d'alimenter l'appartement à 100% avec des énergies renouvelables. Cela demande à stocker et utiliser l'énergie de manière efficace. On a commencé par voir comment optimiser notre besoin d'énergie. On a tout isolé de l'intérieur, mais il a fallu chauffer quand même un peu. Ça chauffe, Coco, ça chauffe! Et booster la ventilation. Vas-y, démarre! Waouh! On a installé une douche avec un ballon de 2 litres, une bioponie avec sa pompe, la cocotte du futur, un petit frigo et un peu d'éclairage. Le tout est connecté à 4 mètres carrés de panneaux solaires. C'est un réseau 12 volts comme dans un camping-car ou un bateau. Ça, c'est les panneaux solaires qui alimentent l'appartement. En été, il faut qu'il soit plutôt à plat parce que le soleil il passe très haut dans le ciel. Et en hiver, il faut qu'il soit levé parce que le soleil est beaucoup plus bas en hiver. Et ça change vachement les performances des panneaux. Les trous n'ont pas été faits assez gros, du coup ça coince un peu. En 2024, selon la Fondation pour le logement des défavorisés, la précarité énergétique touche 12 millions de personnes en France. Alors, avec notre réseau électrique, on voulait réduire l'impact environnemental de l'appartement, mais de manière accessible à tout le monde. Dépendre uniquement du soleil demande à pouvoir stocker l'énergie. On a choisi des petites batteries qui sont moins polluantes et moins coûteuses. Mais on compte aussi stocker l'énergie sous forme de chaleur, comme par exemple dans un ballon d'eau chaude ou un thermos. C'est un truc que tu voulais depuis longtemps? Oui! C'est pouvoir avoir de l'eau chaude. Pour faire du thé. Pour faire du thé dès le matin quand tu te réveilles. Du coup, j'ai récupéré une ancienne bouilloire thermos 12 volts. Pour les voitures. Donc c'est un 12 volts, allume-cigare. Et comme c'est un thermos un peu de base, il n'est pas au top pour l'isolation, donc je vais rajouter une isolation. Nous avons dû repenser et optimiser chaque appareil de l'appartement. En tout, nous avons 18 appareils électriques contre 100 en moyenne par foyer en France. Et comme ces appareils sont en plus très économes, on consomme moins de 500 Wh par jour et par personne. Soit 12 fois moins que la consommation moyenne d'énergie relative au logement par personne en France. Un petit peu de mélisse citronnelle. T'es sûr qu'elle est chaude? Ouais, elle est froide. Il y a un problème. Ça te va de vivre dans une maison de prototype avec toujours des trucs qui pètent? C'est ça d'être cobaye. Limiter le nombre d'appareils, c'est une chose. Mais comme on dépend du soleil, il faut réguler d'une journée à l'autre nos usages en fonction de la quantité d'énergie disponible. Et nous avons demandé aux ingénieurs de l'ICAM de Nantes de développer une domotique intelligente pour coordonner ces 18 appareils et gérer le stockage de l'énergie.
Donc notre challenge pour l'appart, c'est de voir si on pouvait s'alimenter qu'en énergie renouvelable. Un des mots-clés, c'est l'optimisation. Et l'idée, c'est d'optimiser en fonction de, effectivement, des conditions météorologiques, si on a du soleil ou pas, l'état de charge de la batterie. Ouais, parce qu'ils m'ont demandé ce qu'on voulait au minimum comme énergie dans une journée. C'était quoi? J'ai dit une douche. Chauffer l'eau. De quoi s'éclairer. Il y avait les pompes pour la culture de plantes, pour vraiment que l'écosystème survive. Même si pendant plusieurs jours, il fait mauvais. Du coup, vous avez prototypé un modèle un peu réduit voilà, c'est de l'appartement. Du coup, l'énergie arrive par là. Globalement, comment ça marche? C'est que le soleil arrive sur les panneaux solaires, toute l'électricité arrive dans ce petit boîtier-là, qui ensuite, lui, va décider de soit envoyer l'énergie dans la batterie pour la recharger, soit alimenter les consommations qui tourneront dans l'appartement. Donc ça peut être la ventilation, ça peut être de quoi chauffer tes aliments. Ce que je vous propose, c'est d'essayer. On allume carrément. Tous les postes de charge se mettent en marche. Donc on a la ventilation qui est bien connectée. C'est quoi les petits tics qu'on entend? Les petits tics qu'on entend, c'est les relais. Ok. Et lui, il s'allume quand le ventilateur? Alors le ventilateur s'allume en fonction de l'humidité et de la température. Là on peut voir que l'humidité est à 62, donc c'est quand elle est supérieure à 60%. Ah ok. C'est pour ça qu'il reste allumé. D'accord. Ah la pompe. Je peux peut-être mettre tes doigts autour de la photorésistance qui capte la lumière. C'est un capteur de luminosité. Ouais, génial. Donc là on simule que c'est la nuit en fait. Ouais. Et dès que tu lâches, et ben, voilà. Nickel. Ok. Bon bah c'est très cool en tout cas. Donc ça veut dire qu'on peut décider pour chaque appareil de l'appartement dans quelles conditions ils doivent s'allumer, etc. Comme ça, on est sûr de ne pas vider nos batteries et on peut décider de ce qu'on veut en fonction de la météo, quoi. Comment vous l'appelez? Vous l'avez appelé ce système intelligent de gestion? On lui a pas donné de nom vraiment. The brain. Le cerveau. The brain. C'est marrant parce qu'en général, la domotique, on considère que c'est des trucs très high-tech. Et en fait, là, on l'utilise vraiment pour, au contraire, consommer le moins possible et pouvoir utiliser que des énergies renouvelables. The Brain, ce cerveau électrique nous permet d'optimiser la gestion énergétique et le fonctionnement des équipements low-tech dans notre appartement, comme notre chauffe-eau ou notre système de bioponie. Et c'est Quentin, notre nouveau stagiaire d'une école d'ingénieurs suisse, qui s'est chargé de son intégration dans l'appartement en créant tout un réseau électrique 12 volts et en ajoutant d'autres fonctionnalités. Et en gros, c'est le tableau ELEC qui nous permet de faire fonctionner les lampes LED, les bulleurs de la bioponie. On a tout misé sur le solaire. Alors, bon. Et juste avec ces panneaux solaires, on alimente tout l'appartement. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, quand il y a une journée où il fait beau ou une journée où il fait pas beau, on n'a pas la même quantité d'énergie disponible. Et donc, le système que Quentin a développé, il permet de lui dire quel temps il fera cet après-midi, quel temps il fera demain. Et du coup, il gère la batterie pour qu'on puisse au moins prendre des douches tous les jours et aussi que l'écosystème il marche en mode survie quand il n'y a pas beaucoup de lumière et que par contre quand il y a plein de lumière, c'est-à-dire qu'on peut cuisiner plein de trucs, les plantes ont plus d'eau qui circule, etc. Hop, des haricots, le panier vapeur avec les petites patates. Et donc du coup on va allumer la cocotte. Tac. Et là le départ c'est maintenant et on l'a mis pour 2 heures. Pour notre expérience, on a voulu explorer d'autres sources d'énergie comme le biogaz. Produire notre propre gaz à partir de nos déchets de cuisine, c'était une solution logique pour boucler la boucle. Nous avons donc le plaisir de vous présenter Albert, notre biodigesteur. Un biodigesteur, c'est magique. Il transforme les déchets organiques en biogaz et en engrais grâce à la décomposition par des micro-organismes en absence d'oxygène. Il produit du méthane utilisable comme énergie et de l'engrais naturel qu'on donnera à la ferme des Loges, notre partenaire, pour nourrir ses cultures. Donc fonte. Tout à l'heure, c'est ça, c'est de la pile. On va être comme ça. C'est pas sale, hein. Pas de faute, attends. Ok, 3, 2, 1, go. Attention. Hop. Allez, 30 secondes. 30 secondes fois 1200 litres. C'est ça. 3,6 heures. On met de l'eau dedans.
Tous les jours, on rajoute des déchets organiques, 3 kg. Nous, on n'en fera pas assez, donc il va falloir qu'on en récupère un peu dans le quartier. Et à l'intérieur, il y a des micro-organismes qui vont manger ces déchets organiques, produire du méthane. Et la poche, elle va se remplir de gaz. Et donc, tous les jours, on pourra utiliser du gaz pour la cuisine, si ça marche. Pour amorcer Albert, il fallait rajouter 100 litres de bouse de vache. Mais comme à Boulogne, les vaches ne courent pas les rues, on est allé au Poney Club du coin pour récupérer du crottin de cheval qui est une bonne alternative. Il va falloir le déplacer légèrement. Très bien, ouais. Tu veux que je le monte à l'étage? Là, normalement, on a préparé tout le matériel, le biodigesteur, et on va allumer le gaz pour voir si ça marche. Là, ça fait déjà longtemps, non? Il y a une flamme là. Ah ouais? Non? T'es sûr? Wow. Wow, ça a marché, Coco! Oh, je peux éteindre maintenant? Non, vas-y, laisse un peu allumer. Coco, on a réussi! Ah bah merci, crottin de cheval, hein! Oh, Et ouais, tout ça avec du crottin de poney. oh, ça y est! Dingue! Bien qu'on puisse acheter ces biodigesteurs dans des commerces spécialisés, la réglementation ne permet pas d'en installer au pied d'un immeuble. Et c'est à titre expérimental que nous l'avons utilisé. Qu'est-ce que tu vas donner au poney? Aujourd'hui, je lui ai donné des vieux sandwichs avec du vieux poulet et il y a de la mayo, je pense. Ça vient de la boulange. En fait, on récupère les invendus de la journée. Ça sent le poney là-dedans. Oh my gosh. Ça, c'est notre eau du lavabo, en fait. Enfin, du seul de l'évier qu'on a. En Europe, plusieurs pays développent les biodigesteurs pour valoriser les déchets alimentaires. La France vise une production de biogaz équivalente à 4 millions de tonnes de pétrole d'ici 2030. Et l'Espagne pourrait couvrir 50% de sa demande en gaz naturel avec cette solution. L'Allemagne et le Danemark misent aussi sur la méthanisation, qui pourrait jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Ah mais j'adore, moi j'ai envie de nourrir Albert tous les soirs. Certaines communes se sont déjà penchées sur la question et la pratiquent à l'échelle de quartiers, comme à Carrières-sous-Poissy. On appelle ça de la microméthanisation, c'est-à-dire de la méthanisation à petite échelle. Ils recyclent 4000 tonnes de déchets alimentaires de la région chaque année. Cette activité leur permet de produire du biogaz qui est ensuite injecté dans le réseau de gaz naturel, contribuant ainsi à la transition énergétique locale. Alors en fait ici on reçoit tous les déchets alimentaires, donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir s'implanter au plus proche des zones urbaines. Parce que là les déchets ils sont collectés à combien de kilomètres environ? Alors justement là l'enjeu de cette petite échelle c'est de rayonner le moins loin possible, ouais. Donc on est entre 20 et 30 km maximum. L'enjeu à terme c'est vraiment de rayonner dans un rayon de 10 km beaucoup plus restreint qui va fortement limiter du coup le coût et l'impact de la logistique de collecte. Donc on va recevoir ces biodéchets alimentaires et on va les transformer en biogaz d'une part et en biofertilisant d'autre part, qui lui va être restitué aux espaces agricoles de manière gracieuse d'ailleurs, donc c'est un super élément pour les agriculteurs puisqu'ils vont récupérer une matière organique naturelle, locale et gratuite. L'ordre de grandeur, c'est une rue d'une ville, ça, ou c'est... Alors ça, je pense que c'est plutôt un supermarché, c'est la perte de plusieurs supermarchés en l'occurrence, je pense. Okay. À terme, l'objectif, c'est évidemment de faire de la sensibilisation et de l'incitation pour que le tri soit de plus en plus réalisé et de mieux en mieux réalisé. Nous allons discuter avec Anne Trémier, spécialiste de la valorisation des déchets organiques. Elle a coordonné un projet européen sur la microméthanisation. On va pouvoir lui demander son avis sur la question de l'échelle. Est-ce qu'il vaut mieux une grosse centrale ou un petit Albert? Quel est l'intérêt de traiter le biodéchet et plutôt que de dire traiter, le valoriser au plus près de son producteur? Éviter le transport. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que la littérature scientifique renseigne assez bien, c'est que ce qu'on voit, on le comprend mieux. Et vous avez vu deux choses. À la fois les quantités que vous mettiez dedans et ce que vous pouviez en obtenir. On sait que quand on voit les quantités qu'on jette, on a des changements de comportement. Ah ouais. À la fois sur est-ce que c'est légitime de jeter ce que j'ai jeté et sur est-ce que ce que j'ai jeté est de bonne qualité. Finalement, on propose une valorisation où on aurait besoin de déchets, mais en même temps, on agit sur le gaspillage alimentaire.
Mais alors qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Là, ça produit de l'engrais, du gaz, ça donne l'impression que c'est un super business. Vous voyez qu'on a deux types de producteurs de biodéchets. On a vous et moi, avec nos petites quantités, dans nos petites poubelles, avec des rues pas forcément accessibles. Donc derrière, on imagine bien les problématiques de tri et de collecte d'une ressource qui est finalement très disséminée. L'autre source en biodéchets, c'est les gros producteurs, toutes les activités de restauration. Et puis, ce sont aussi toutes les grandes surfaces avec leurs invendus ou leurs périmés. La problématique des grandes surfaces, c'est ça, plein de plastique, plein d'emballages. Ça veut dire que derrière, l'unité qui va recevoir ces déchets-là, il faut qu'elle soit équipée pour enlever ces barquettes, ces plastiques. Après, sur le particulier, il y a aussi une acculturation qui doit se faire. Ça vient, ça va venir. Reste des questions dans quoi je collecte. Est-ce que je suis obligée de mettre un sac plastique pour collecter mes biodéchets dedans? Donc il y a plein de réflexions sur l'amont en fait du traitement. Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai déjà un site de traitement qui peut recevoir des déchets et qui a une perspective de valorisation de l'énergie qui est très intéressante? Bah oui, il faut y aller. Si j'en ai pas, est-ce que dans ma ville, j'ai des quartiers où ça serait intéressant d'avoir leur propre système parce qu'ils utiliseraient l'énergie directement? Bah ok, peut-être qu'on peut réfléchir à y aller. L'unité de méthanisation de Carrières-sous-Poissy montre tout le potentiel de cette technologie. Malgré sa consommation d'énergie, le recyclage des déchets et le biogaz réinjecté dans le réseau local assurent un bilan énergétique positif. Heureusement que tu fais ça dehors. Mais pour l'heure, c'est le moment d'utiliser notre propre biogaz et de tester la toute-puissance d'Albert. On entend le bruit. Tu veux venir avec les grillons, on les met directement là-dedans? C'est horrible, on est vraiment des gens horribles. Ouais, entre ça et congeler, je pense que c'est ça le plus rapide. C'est comme quand tu fais des crustacés, tu vois. Bon, on les mange? On les grille maintenant? Alors, voilà notre première récolte. Ça a l'air appétissant, non? Wow, trop bon tes jambons. Trop bon tes toasts. On sent plus le goût des grillons, mais c'est quand même pas mal, non? On va l'avoir, mes vitamines B12. Dans 5 secondes, normalement, tu vois le wifi de se faire. Tu captes d'accord? Là, je capte un petit peu. Ah, là, je capte plus. Voilà, c'était le bouquin que... C'est génial de voir d'ici. Non, parce que même moi, ça marche pas comme d'habitude. Bon, et ben, on a des petites améliorations à... Elon Musk, qui est notre concurrent, et il a beaucoup plus de moyens que nous.